Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 219e site rep sur la Syrie et sur la Palestine en compagnie d'Aïssar Midani. Aïssar, bonjour. Bonjour à tous. On ne va pas rester seulement au niveau de la Syrie et la Palestine, mais aussi l'ensemble de la région, parce qu'il y a aussi le Liban et toute la région. Voilà. Et, Bien sûr. et je vous dis bonjour et bienvenue et merci de nous suivre pour ce 219e site rep. Alors effectivement, on va parler de la région, mais on va parler beaucoup de la Syrie puisqu'on va fêter malheureusement le triste anniversaire de la prise de pouvoir en Syrie de Al-Joulani alias Al-Shara, puisque ça va faire le 8 décembre, ça va faire un an. Donc, avant qu'on commence à faire un petit peu ce bilan qui va constituer un petit peu l'essentiel de ce site rep, si tu peux, de manière assez succincte aujourd'hui, nous dresser un rapide panorama de la région et de la géopolitique mondiale, puisqu'il se passe beaucoup de choses. Absolument, absolument, les situations mondiales. Alors, pourquoi les situations mondiales? Parce que Al-Jolani a été aussi, est arrivé au pouvoir par la situation mondiale. Mais d'un autre côté, il est important de voir que au niveau monde, il y a des choses qui se font partout, qui agissent et qui font des bouleversements partout. D'abord, on voit que Trump, par exemple, essaye d'allumer des mèches aux Caraïbes et en Amérique latine, ce qui fait que effectivement le Venezuela euh, en fait Sous et ses pression? voisins non seulement sous pression, mais ils s'unissent aussi contre les agressions américaines successives. Il s'est permis même de tuer des pêcheurs vénézuéliens et donc sous prétexte de narcotrafiquants, etc., alors que ce n'est pas du tout le cas. On sait bien que c'est le pétrole du Venezuela qui le met en appétit. Un accord possible et même imminent sur la paix en Ukraine pourrait aussi changer le monde, pourrait changer beaucoup de donnes, beaucoup de choses. Mais il est quand même important de remarquer que, en fait, hein, ceux qui vont négocier, ce sont non pas des diplomates, mais ce sont des hommes d'affaires. Il y a Jared Kushner et comment il s'appelle l'autre? C'est l'Américain qui est là, qui n'a rien à voir avec la diplomatie, mais qui est un homme d'affaires aussi du côté de Trump. On voit que on dit Witkoff. Witkoff, oui, voilà. On voit que les envoyés spéciaux au Moyen-Orient entre Barak et Ortagos aussi, ils viennent pour ajouter un personnage, des personnes soi-disant, des civils à la commission qui s'appelle le mécanisme, qui était censé en fait surveiller le mécanisme de cessez-le-feu qui a été violé au moins 4000 fois par les Israéliens, mais sans aucune réaction de la part de cet organisme. Et là, on ajoute aussi deux hommes d'affaires. Aussi bien du côté libanais, on ajoute un ancien ambassadeur à la retraite, Simon Haddad, et de l'autre côté, on ajoute aussi Ortagos et Barak, qui n'est rien d'autre qu'un homme d'affaires aussi, Tom Barak. Donc là, c'est quand même assez surprenant. On voit, bien sûr, il y a un rejet, pas un rejet, mais en fait, bon, ben, l'État libanais, il joue le jeu pour l'instant. On voit qu'à Gaza, le cessez-le-feu n'est pas respecté du tout. Il y a juste une baisse
de la périodicité des bombardements, mais les bombardements sont toujours là. La population est toujours privée d'eau et d'alimentation et de tout, en fait, de médicaments, etc. Et puis, on ne laisse pas passer du tout les aides. Mais maintenant, si effectivement, ils essayent de laisser passer un minimum pour qui est de l'ordre de 100 camions, je crois, alors que ce qui est nécessaire en temps normal, sans qu'il y ait un temps de guerre, c'est 600 à 800 camions par jour. Donc, on voit bien que c'est du saupoudrage et c'est en fait de la poudre aux yeux, mais en fait, il n'y a absolument aucun respect et des accords. Israël s'assoit sur tous les accords. Au Liban, il y a eu donc des morts, des blessés. En Syrie, il continue à violer aussi. Il n'y a même pas d'accord en Syrie, mais en fait, la Syrie ne l'aura pas. Il n'y a même pas eu comment dire, un pétard qui a été tiré contre Israël, genre la Syrie, mais la Syrie, elle est violée systématiquement. On va y revenir. Et puis voilà, dans cette situation mondiale où la tension monte d'un côté et Trump joue l'apaisement de l'autre côté, on va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, l'avenir est pour moi très positif. Les peuples qui sont agressés à droite, à gauche par les Américains, par les sanctions, etc., s'unissent entre eux et refusent l'hégémonisme et refusent effectivement toutes les formes de domination. Le temps est à la libération et je suppose, j'espère que ça va être le cas. Pour moi aussi, même en Syrie, le temps est aussi à la révolution et à la résistance. Merci, merci Aïssar. Puisque tu as parlé du Venezuela, très rapidement, je précise effectivement que ces frappes sur des bateaux sont des frappes extrajudiciaires, sans procès. Il n'y a pas de preuve de la culpabilité. Il n'y a pas de... Donc ce sont des exécutions extrajudiciaires, donc contrairement, qui sont complètement contraires au droit international et qui sont faits d'ailleurs dans les eaux internationales. Donc ce sont aussi des actes de piraterie. Il y aurait beaucoup à dire. Et donc l'accusation par rapport à la drogue est démentie par tous les experts qui disent que la drogue qui arrive aux États-Unis transite très majoritairement par le Mexique et pas du tout par le Venezuela. La drogue qui transite par le Venezuela, visiblement, va plutôt vers l'Afrique, vers l'Europe, notamment via l'Afrique et via l'Espagne. Mm. Autre chose qu'on peut dire, c'est effectivement ces 50 millions de dollars qui ont été mis sur la tête de Nicolas Maduro, qui est le chef d'État vénézuélien quand même, donc par les États-Unis. Donc c'est encore une fois les États-Unis du Far West Mm. et de comment dire du shérif du pays qui se prend pour le shérif du monde. Mm. Donc, sans transition, on va parler, comme je le disais en introduction, de la Syrie et des 1 an de la prise de pouvoir de Al-Shara, alias Al-Joulani, celui qui a été un terroriste, notamment à la tête de HTS, mais tu vas y revenir, Effectivement, mais pas et que il y mais pas avait que. 10 millions de dollars à sa tête aussi, Oui, tout à fait. par les Américains. Merci de le ramener, de le rappeler et on va mettre sans transition un extrait, du discours de Jeffrey Sachs. Avant que je le mette, est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte, ce discours a été prononcé? Mm. C'était à Astana, je crois et également qui est ce Jeffrey Sachs en quelques mots? C'était à Antalya, effectivement, en Turquie, et Ah, Antalya, c'était pardon. euh, un, un petit, un petit mois après la chute du pouvoir du président Assad. C'était aussi pour consacrer le nouvel État et le nouvel État voyou là, de HTS. Et puis, c'est pour consacrer la révolution, entre guillemets, beaucoup de guillemets, en Syrie. Voilà. Mmh. Merci. Alors, je mets cet extrait, on se retrouve juste après, il dure 1 minute 30. Je pense qu'il est important pour nous de comprendre d'où vient toute cette guerre. Elle ne vient pas de Bachar al-Assad, elle vient de Washington. Il y a eu une décision en 2011 de renverser Assad. En fait, cela venait de Jérusalem. C'est un désir du gouvernement israélien qui remonte à plus de 25 ans.
L'idée de Netanyahou est de façonner le Moyen-Orient à l'image d'Israël, de renverser tous les gouvernements qui s'opposent à Israël. Il a eu un ami en cela, et c'est la CIA et le gouvernement des États-Unis. Cette guerre en Syrie ne vient pas de la répression d'Assad. Elle ne vient pas de la dictature d'Assad. Cette guerre est issue d'un ordre présidentiel d'Obama de renverser Assad à partir du printemps 2011. Nous avons un nom pour ce programme. C'était l'opération Timber Sycamore. Les États-Unis, avec d'autres pays de cette région, ont entraîné des rebelles, des combattants spécialement djihadistes, y compris ceux qui viennent de prendre le pouvoir pour renverser le régime. Cela a créé le chaos, 600 000 morts en Syrie, dans une guerre qui dure depuis 14 ans. Voilà. Alors, et donc c'était 600 000 morts depuis le début de la guerre. Donc, bon, cet extrait, tu l'as réécouté, peut-être pas entièrement, mais tu le connais. Donc, l'opération Timber Sycamore. Effectivement, elle a pris peut-être plus de temps que prévu, mais finalement, elle a fini par marcher, malheureusement. Et si elle a pris plus de temps que prévu, c'est parce qu'en 2015, en octobre 2015, la Russie a envoyé l'artillerie lourde, j'ai envie de dire, en Syrie pour défendre l'intégrité du pays, avec un certain succès, puisque à l'époque, en 2015, moi j'y suis allé en novembre 2015, donc un mois après le début de l'intervention russe, pour tourner le documentaire Voyage au pays de Bachar. Et bien, effectivement, les terroristes étaient aux portes de Damas. Et l'intervention russe, avec aussi l'aide du Hezbollah et de l'Iran, a permis de renverser la vapeur. Et je vais te laisser analyser ça, mais on peut dire aussi que la guerre en Ukraine a malheureusement désengagé la Russie de la Syrie. Alors, effectivement, les terroristes n'étaient pas seulement aux portes de Damas, mais ils étaient à Damas, même dans certains quartiers. Le quartier Hajar al-Aswad et le quartier Al-Yarmouk, en fait, a été occupé par Daesh, de toute manière. El Meydan aussi, c'était des possibilités. Une grande partie d'Alep était occupée par les terroristes. La Ghouta, qui est vraiment la banlieue de Damas, en fait, Haresta et Douma, etc., étaient occupés par les terroristes. Jobar, qui n'est rien qu'à 1 kilomètre de Damas, de la place Abbasiyyin à Damas, était occupé par les terroristes. Et les terroristes de Jabhat al-Nusra, justement, et Daesh aussi, qui coupait des têtes des gens devant les caméras, qui éventraient et qui sévissaient partout. Et la résistance du peuple syrien a été vraiment très grande. Et sa souffrance aussi. On a vécu une période où tous les jours, il y avait des bombes qui tombaient devant les écoles, en fait, devant la porte des écoles à l'heure d'entrée et à l'heure de sortie. Il y a des familles qui ont perdu 3 à 4 enfants dans le même groupe scolaire. Justement, je fais référence à ce groupe scolaire Akrama à Homs, qui est un groupe scolaire, un complexe scolaire d'école du primaire jusqu'au secondaire, et où les gens donc mettent leurs enfants dans les différents établissements de ce complexe, et à l'heure de sortie où les grands frères ou les grandes sœurs ils sortent pour chercher les petits, etc., où les parents arrivent. Il y a eu des explosions, des bombardements, en fait, des grandes bombes qui tombent les unes après les autres, hein, à 2 minutes d'intervalle, de manière à viser le maximum de morts et le maximum même du corps médical qui vient les sauver et les soutenir. C'est exactement l'image. Excuse-moi, Issa, c'était même parfois des fêtes ou des mariages qui étaient visés. Moi, à titre personnel, quand je suis allé en minibus avec un petit groupe de personnes, on allait en minibus à l'Attaquié. Donc, c'était encore une fois, c'était en novembre 2015. Un quart d'heure avant qu'on arrive à l'Attaquié, il y avait un autre minibus qui s'était fait exploser, enfin, qui a été visé par une roquette
lancé par des terroristes. Et il y avait eu 22 morts dans le minibus, et dont 2 corps qui n'étaient même pas identifiables. C'était pour montrer que c'était malheureusement quotidien, et qu'il y avait aussi un côté un Absolument. peu aléatoire aussi. Absolument. Et donc, c'est ce groupe-là, après la libération de la Syrie, en fait, déjà Alep a été libéré en 2016, Al-Ghouta aussi en 2017, je crois. Les deux ont été achevés en 2017. Il est resté des zones d'apaisement, ce qu'on appelle, avec l'intervention justement. Et les discussions avec les Russes et donc après les différentes initiatives Astana pour l'abaissement de tensions, justement, tous ces terroristes de Jabhat al-Nusra et autres, Daesh, etc., ont été rapatriés à Idlib. C'était le lieu de leur choix, avec une seule condition, c'est de pouvoir ne plus s'attaquer à la Syrie, mais aussi ils pouvaient garder leurs armes individuelles, mais en fait l'État garant était La Turquie la Turquie d'Erdogan. et voilà la Turquie d'Erdogan qui continue à être la Turquie d'Erdogan d'ailleurs. Et on les voit donc en 2025 proliférer et reprendre du poil de la bête. Et puis, ils font l'assaut contre Alep et contre Damas. Et ça a été donc le coup fatal en 2024, le 8 décembre 2024, où ils ont pris d'assaut le pouvoir, mais avec un accord qui semblait être international et une bénédiction des forces dominantes dans le monde. Par la suite, on découvre, ils ont bien sûr fait tout un récit disant que le responsable syrien, le président légitime syrien, Bachar al-Assad et sa famille, ils ont pris la fuite, qu'il a laissé le pays dans les mains des terroristes, etc. Et en fait, on ne sait toujours pas jusqu'à présent, mais on le sait par certains témoignages, comme quoi il a été kidnappé de manière, en fait, par les amis russes de manière à le protéger, et que c'était un accord qui a été fait entre les États-Unis, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et la Russie, donc pour que Jabhat al-Nusra prenne le pouvoir en Syrie et pour faire et que Bachar al-Assad soit amené À euh, Moscou. à Moscou. Ben ça n'était pas vraiment l'accord, mais je crois que ça a été un choix de la part des Russes pour le protéger, puisque de toute façon, sa famille était déjà là-bas, puisque ses enfants étaient en train en faisant leurs études, soutenaient leur thèse, etc. Donc, sa femme était en traitement aussi de cancer là-bas. Donc, il était venu à Damas pour mener la guerre contre Jabhat al-Nusra, et il n'a pas pu parce que ça a été une manigance, et que ça a été un ordre qui a été donné à l'armée partout de rendre les armes. Alors, Alors à on peut, partir de ce moment-là, Aïssar, si je peux intervenir, parce que c'est vrai que cette chute, elle a été quand même très rapide par rapport à des années et des années de lutte acharnée, et ça a surpris un certain nombre d'observateurs et d'analystes. Deux des points qu'on peut souligner, il y en a un, le deuxième, tu l'as déjà un peu souligné, mais le premier que je voulais dire, c'était à quel point le pays, et notamment l'armée, puisque l'armée c'était aussi une armée du peuple, le pays était exsangue, c'est-à-dire à bout de souffle, après tant d'années de guerre. Ça a été rappelé d'ailleurs par Jeffrey Sachs, 600 000 morts, c'est énorme. Et puis, les conséquences des sanctions très dures américaines avec le code Caesar, qui fait que étouffant. même l'armée commençait, ça a été dit par SOS Chrétien d'Orient, même l'armée commençait depuis quelques semaines, ce qu'elle n'avait jamais fait parce que c'était une armée du peuple, elle faisait
on va dire un peu de racket à certains checkpoints parce que il fallait faire vivre la famille tout simplement et que le pays était tout à fait exsangue. Et ça, c'était tout à fait nouveau. Donc l'armée était complètement à bout de souffle. Ça, c'est un premier point que je voulais souligner. Et l'autre point, tu l'as dit, c'est peut-être un lâchage par par la Russie qui elle-même, comme je l'avais dit moi dans l'introduction, était fort occupée ailleurs. Et effectivement, elle n'a pas soutenu comme elle avait soutenu dans les jours qui précèdent, visiblement, donc notamment par l'appui aérien, les troupes de l'armée arabe syrienne, et ce qui expliquerait aussi donc cette chute rapide. Bon, c'était un Oui, petit point que je voulais faire. aussi une trahison de la Turquie, de la part de la Turquie, de tous les accords d'Astana, Bien en sûr. fait, qui ont eu Ça lieu. Il y a eu quand même 13 rencontres, en fait, hein, et la Turquie avait signé que de toute façon, elle serait garante contre les terroristes, elle était obligée, elle était censée les contenir et ne pas les laisser s'armer. Or, on a vu qu'ils se sont non seulement réarmés, mais avec les armes les plus sophistiquées, mais aussi ils ont augmenté leur nombre et beaucoup de nouveaux, justement, terroristes ont rejoint les rangs à travers la Turquie et donc ils sont venus à Idlib aussi renforcer la présence de Jabhat al-Nusra. Donc Mmh. ça, c'était vraiment des trahisons de différents côtés. Et puis, avec une sorte de bénédiction à l'international, donc des États-Unis et aussi de l'Europe, qui à l'époque avait aussi dit que c'était Bachar al-Assad qui a fui et puis qui a laissé le pays dans les mains qui avaient abdiqué, en fait, qui Mmh. avaient laissé le pays dans les mains de ses ennemis. Bon, Alors, maintenant, et il est important de voir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, le bilan de cette année, parce que bientôt, justement, j'allais dresser un petit plan de des points qu'on va aborder. On va voilà, aborder les massacres qui n'ont jamais cessé malheureusement en Syrie. ouais, bien sûr. On peut parler de génocide d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons mis en sous-titre, Mhm. voilà, génocide, occupation, résistance. Absolument. Donc les massacres, on va voir qui ils ont ciblé à la fois en termes de population et de type de personnes. On va parler de la souveraineté, avec qui malheureusement est encore plus réduite qu'au moment de la chute de Bachar. On va parler de la géopolitique qui a tiré les ficelles, ça on l'a déjà abordé, qui en a profité. Ça a été très grossier avec les premières visites à Damas. Mm. On va parler des médias, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les médias syriens. On va parler de beaucoup de choses, de l'économie syrienne, puisqu'on a parlé des sanctions du code Ouais. Caesar, des drapeaux et des symboles et des références historiques. Bref, on a un planning très chargé. Ce que Mm. je te propose, puisque dans ce zapping, il y a des cartes qui sont montrées, Mm. c'est qu'on regarde tout de suite ce petit zapping de 3 minutes que j'ai préparé, où l'on voit D'accord. justement la carte de la Syrie d'aujourd'hui. Déjà, côté souveraineté, oui, côté souveraineté, voilà, tout C'est à fait. parti. On se retrouve C'est juste le après. point le plus important, d'ailleurs. Mm. C'est parti. Mm. Oui, depuis la chute de Bachar al-Assad, Israël multiplie les incursions en Syrie. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Des Syriens dénoncent même une occupation. Peut-on dire qu'Israël occupe aujourd'hui une partie du territoire syrien? Oui, à force d'incursions, l'armée israélienne a fini par prendre racine, non pas seulement sur le territoire. Regardez sur une carte, il y a le Golan occupé depuis 1967 et annexé en 1981, qui totalise à peu près 1000 km². Et la zone en violet foncé que nous voyons, c'est la zone d'occupation depuis la chute du régime de Bachar. Et elle totalise déjà 454 km² sur le territoire syrien souverain. Donc l'armée israélienne est installée, elle a construit des postes militaires fortifiés, et donc tout ce long de ce corridor qu'on le voit sur la carte, il y a plusieurs villages, plusieurs bourgades syriennes qui vivent déjà à l'heure israélienne, où les soldats israéliens patrouillent, empêchent parfois les gens d'aller dans les champs, et surtout le pouvoir central syrien n'a plus la même liberté de circulation et d'accès dans cette région. Donc on peut parler que du point de vue international, il s'agit d'une occupation d'un territoire syrien, occupation qui a poussé Benjamin Netanyahu le 19 novembre dernier à se rendre sur place pour inspecter la région et parler avec les officiers. Regardez ici sur son réseau social, il dit qu'il est allé voir des soldats qui défendent la sécurité d'Israël et que ce sont des soldats héroïques, etc. Et on va revenir avec vous sur la visite du pape Léon au Liban. C'est exact, le journal
Al-Sharq Al-Awsat aborde cet événement sous un angle politique. Cet article explique que le Hezbollah a bien accueilli le pape lorsqu'il a traversé son fief, la banlieue sud de Beyrouth. Le journal francophone libanais L'Orient Le Jour cite de son côté les réactions des partisans du Hezbollah. Un exemple avec ce titre: pour moi, Hassan Nasrallah et le pape, c'est la même chose, affirme l'un d'entre eux. Je rappelle qu'Hassan Nasrallah, assassiné par Israël l'année dernière, est une figure de référence pour les chiites. La scène a eu lieu vendredi 28 novembre après une nouvelle incursion israélienne en Syrie, à Bédjin, au-delà de la zone tampon entre les deux pays. 13 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants. C'est l'opération israélienne la plus meurtrière en Syrie depuis la chute du régime de Bachar al-Assad il y a tout juste un an. L'envoyé spécial adjointe des Nations Unies pour la Syrie a dénoncé une violation grave et inacceptable de l'intégrité territoriale de la Syrie. Le ministère syrien des Affaires étrangères parle, lui, de crimes de guerre et accuse Israël de vouloir embraser la région. Désolé pour ce zapping qui a été coupé bizarrement à la fin. Alors, donc plusieurs choses. Donc la souveraineté, peut-être aussi l'économie. Je vois qu'il y a une question d'internaute. À propos, donc c'est Luciane qui pose la question suivante. À propos, est-ce que les sanctions, le code Caesar, ont été levées, comme Trump l'a promis, pour la seconde fois? Pas du tout. Alors justement, un des points alléchants pour la population syrienne, justement, qui a fait qu'ils ont accepté le règne d'Al-Jolani au début, ça a été le fait que les États-Unis et les pays européens ont promis la levée des sanctions. Et en fait, je vous rappelle quand même que dès le premier jour, Al-Jolani a envahi le palais présidentiel à Damas, et que très vite, les délégations de tous les pays ont commencé à affluer, en commençant par la délégation qatari turque, et qui ont tourné à Damas, etc., avec une belle voiture, etc., pour dire que c'était Al-Jolani qui était au volant, mais à côté d'Al-Jolani, c'était les services de renseignement turcs, et derrière, il y avait donc le Qatari, le ministre des Affaires étrangères du Qatar et le ministre des Affaires étrangères turc. Et ça, c'était dès le premier jour, ça. Ah, voilà, tout à fait. Ce qui symboliquement montrait clairement que de toute façon, Al-Jolani travaillait pour eux, pour les Turcs et les Qataris. Bon, après, très vite, effectivement, on a vu qu'il y avait l'Union européenne qui a débarqué aussi avec la ministre des Affaires étrangères allemande, qui était en poste donc dans l'Union européenne, et à laquelle d'ailleurs Al-Jolani a refusé de serrer la main, mais elle était bien contente quand même d'être là. Et puis elle lui a dit: nous attendons de vous beaucoup, etc., etc. Le ministre des Affaires étrangères français qui était là aussi dès le premier jour, et ils ont commencé à parler de réouverture des ambassades, de réouverture des lignes aériennes, etc. Bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'en est rien. Et il est important de voir quand même que tout cela, ça a été aussi pour donner au peuple syrien un peu cette confiance pour soutenir Al-Jolani, qui est un terroriste qui a déjà coupé des têtes et éventré des personnes de Damas et de la Syrie devant les écrans et devant les télés. Et donc, les gens ont commencé, ils étaient tellement en difficulté économique et par rapport à cause des sanctions qui empêchaient tout en Syrie, en fait. Les prix ont vraiment flambé. Je vous rappelle quand même que les États-Unis, qui occupent la partie nord-est de la Syrie avec FDS, ce qui était appelé le mouvement kurde,
qui sont vraiment rien d'autre que ces Kurdes-là ne sont rien d'autre que des valets et comment Des dire, mercenaires, des des mercenaires. mercenaires américains qui étaient donc en train d'exploiter le pétrole syrien. Ils le faisaient aussi, ils le vendaient à la Turquie et qui est retransité donc en Israël par la Turquie et peut-être à l'Union européenne d'ailleurs, on n'en sait rien. Mais donc, ça, c'est un point. Donc, la Syrie était privée de son propre pétrole et de ses propres produits agricoles aussi de la région du nord-est de la Syrie. Et Le ça, c'est toujours nord-ouest, tu parles au passé, mais c'est toujours le cas? c'est toujours le cas, effectivement. Merci de le rappeler, Raphaël. Dans l'ouest, il y avait toujours les Jabhat al-Nusra à Idlib qui faisaient et qui continuent aussi des exactions contre la population. Donc, tout cela, ça a été des éléments favorables, je dirais, au coup d'État Hein, et puisqu'on parle du bilan au économique, on peut régime change. Ouais. oui, au régime Change. Excuse-moi de te couper. Puisqu'on parle de l'économie, on peut rappeler aussi que le tissu économique d'Alep qui a été déboulonné au sens propre du terme pour être remonté en Turquie, il n'est pas revenu Mm. sous Adjolani et que l'inflation, dont ça tu en as parlé, qui avait cours, elle a malheureusement encore cours plus que jamais, si bien qu'en préparant cette émission, tu me disais que outre outre la monnaie syrienne, circulait beaucoup de monnaie turque, notamment du côté d'Alep et de Même dollars. dans toute la Syrie, et d'ailleurs, monnaie turque et dollar. Et d'ailleurs, les gens qui connaissent la Syrie ou qui y sont maintenant, ils peuvent confirmer ce que je dis. Mais d'un autre côté, il est important de voir que aussi, il y a des denrées turques ont envahi comment dire, la Syrie. Ils ont envahi toute la Syrie, si bien que s'il y avait un minimum de possibilités de redémarrage de l'industrie syrienne, eh ben, elle est tuée, étouffée dans l'œuf, puisque il n'y a plus rien qui puisse marcher, puisque de toute façon, l'électricité n'est jamais revenue. Et on en est aussi au même taux, je dirais, voire moins d'heures d'électricité dans les différentes villes. Et puis, sans parler que du fait qu'à la campagne, il est presque impossible d'avoir un quart d'heure d'électricité par jour et il est impossible de charger son téléphone, en fait, voilà. Et Mmh. c'est absolument incroyable. Donc, comment faire redémarrer une économie avec si peu d'heures d'électricité? Toutes les promesses, en fait, des pays, et justement, il y a eu donc, on parlait de la délégation européenne, mais il y a eu une délégation saoudienne, plusieurs délégations qataries, machin, etc., qui disent bah, de toute façon, on va investir en Syrie, on va créer des industries, on va créer un super centrale électrique, vous allez avoir de l'électricité nuit et jour, etc. Et en fin de compte, rien n'en est de tout ça. Il n'y a que appauvrissement. Il y a maintenant, avec le grand froid aussi, et plusieurs années qui se sont passées au grand froid, il n'y a pas de quoi se chauffer, ni combustible, ni gaz, enfin, ni fuel, ni gaz, ni électricité, et le peuple syrien est laissé aux abois. En plus, Alors je voudrais alors rappeler à justement, propos d'Anzolani, ouais, mmh puisque tu vas-y. parles de tout cela, on peut dire que donc rien n'est reconstruit, mais par contre, il y a déjà des contrats qui sont en train d'être signés et là, je voulais montrer à l'image donc c'est Chevron, Mm. l'entreprise de l'énergie américaine qui s'affiche avec Al-Jolani puisque des contrats sont signés donc tout n'est pas perdu pour tout le monde. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que côté souveraineté, parce que là, ce point est très, très important, et merci de le montrer tout de suite, Raphaël, il est un point de souveraineté aussi très important, mais un point d'économie. C'est en fait le pétrole, les Américains cherchent le pétrole en Syrie. Et c'est la raison pour laquelle les bases américaines ont été
créés en fait en Syrie autour des puits de pétrole existants et puis donc qui étaient exploités et dont la Syrie était privée, puisque ce sont les Américains qui le pillaient, et les Américains et les Turcs. Et puis que maintenant, les accords avec Chevron, ils visent les nouveaux gisements en Syrie et aussi et les anciens. Donc les nouveaux gisements, puisque l'accord, il concerne en fait la recherche du pétrole et puis l'utilisation, l'exploitation des gisements actuels et à venir, qui sont donc le long du littoral syrien, d'où on comprend pourquoi aussi il y a une volonté de faire tous ces massacres sur la côte syrienne, la côte, donc la partie ouest de la Syrie, puisque les gisements de pétrole et de gaz sont tout le long de du littoral syrien. Et Alors, les États-Unis et les pays occidentaux ont des visées importantes là-dessus. Et puis, par cet accord, Chevron prend aussi la part du lion, je mmh dirais. Alors on va parler justement des massacres parce que tout est lié comme tu dis. Voilà. Dans un 2e temps là, mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on parle, de la souveraineté de la Syrie, puisqu'on a vu la carte, dans le zapping avec Mhm. donc ce reportage de TV5 Monde qui ne mâche pas ses mots, qui dit bien, qui parle Oui, bien de pour la première fois, c'est bien. Mm. colonisation du sud de la Syrie par Israël. Et ça rejoint une des questions là, des internautes. Donc Mm. Sab qui demande: un des objectifs n'est-il pas aussi la prise de terre syrienne pour le compte du Grand Israël? Alors je Tout voudrais à fait. montrer aussi, en profiter pour montrer cet article, Mm. puisque l'Assemblée générale de l'ONU a adopté non pas une, comme il est dit ici, mais 2 résolutions, Oui, puisqu'il y en a une qui exige le retrait d'Israël du Golan et l'autre qui parle de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie. tout à fait. Voilà, donc est-ce que tu peux commenter un petit peu effectivement où en est la souveraineté de la Syrie? Est-ce que les choses se sont améliorées ou est-ce qu'elles sont pires? Ah bah, elles sont 10 fois pires. Alors, je voulais dire quand même, dès l'arrivée de Al-Jolani au pouvoir, les Israéliens ont bombardé pendant 6 jours, 6 nuits, sans discontinuer, tous les différents emplacements de l'armée syrienne. Donc, l'armée de terre, l'armée de l'air, l'armée, tous les emplacements et les camps de l'armée arabe syrienne. Tout ce qui est, et aussi pas seulement ces emplacements, mais aussi toutes les armes ont été bombardées et bien explosées, je dirais, si bien que très vite la Syrie s'est retrouvée sans aucune défense et très vite aussi, dès le lendemain, les Israéliens ont commencé une avancée dans les territoires syriens. Donc d'abord, ils se sont emparés du Golan. Le Golan est de la montagne Asher, le mont Hermon 1, le mont Hermon 2. Ils ont créé des bases et là aussi, je voudrais quand même dire que le mont Hermon et 1 et 2, c'est en fait les monts les plus élevés, le plus surélevés dans la région. Ils peuvent exposer jusqu'aux frontières, même comme ça, de manière visuelle, jusqu'aux frontières irakiennes et jusqu'aux frontières, bien sûr, tout le Liban, toute la Palestine, mais aussi jusqu'aux frontières turques. Ça, c'est un point. Et donc, les Israéliens ont commencé, comme le dit d'ailleurs justement l'article de TV5 Monde, qui dit qu'ils commencent à créer des fortifications et des zones qu'ils prétendent. Ils disent qu'ils ne vont pas quitter très vite, hein. D'ailleurs, la visite provocatrice de Netanyahou avec avec son ministre de la guerre et avec plusieurs ministres de son gouvernement. Donc à Al-Jolan, c'était la plus grande provocation et qui montre quand même qu'il piétine tout le droit international, que de toute façon, il a jeté les bases
complètement de ce qui était l'accord entre la Syrie et Israël, en fait, en 1974, qui était l'arrêt des combats, l'accord de l'arrêt des combats en 1973, non? Et cet accord en 1974, il dure depuis 1974 avec un respect des frontières des deux côtés, que Netanyahou, après, affirme de toute façon. Il a plus avancé dans la région de Daraa, dans le gouvernorat de Daraa, que comment dire, les massacres provoqués par Al-Jolani contre les Druzes de Souaïda ont provoqué aussi le fait que, ils ont fait appel pour certains, une petite minorité ils n'ont pas fait appel, mais c'est plutôt Israël qui a proposé de protéger ou qui avance sous prétexte de protéger la population druze, mais les Druzes sont toujours des grands patriotes et refusent cette utilisation de leur histoire et de leur identité pour être aux côtés d'Israël. Donc, il y a eu aussi des manifestations contre et à ajouter donc aux luttes contre le pouvoir al-Jolani qui les massacre. Il y est important aussi de voir que du côté de donc ça continue. Les Israéliens donc ont envahi pratiquement 3 gouvernorats. C'est le gouvernorat de Konaitra. En fait, c'est la partie du Golan, mais qui a été libérée en 1973 et qui maintenant les Israéliens veulent reprendre. Et dont parlait d'ailleurs cet article aussi, où il navigue dans les différents villages, ils piétinent les plantations, ils empêchent les gens d'accéder à leurs terres et ils appliquent effectivement la loi de l'occupant horrible, ce qui a poussé effectivement dernièrement la population de Beijing de préparer un guet-apens à l'armée israélienne, qui a fait qu'il y a eu plusieurs soldats israéliens qui sont tombés. Il y a eu même des gradés qui sont tombés, ce qui a rendu les Israéliens fous furieux. Ils n'ont pu se retirer que sous la protection de l'aviation civile et l'arrivée de leurs hélicoptères pour retirer leurs blessés et leurs morts. Et donc, ça a été suivi par un bombardement intense de cette ville héroïque de Beijing, où les gens ne faisaient que défendre leur maison, leur terre et puis leur pays, en fait, face à un occupant féroce, en fait, qui veut prendre le pays et la terre. Mmh. Donc là, Mmh. c'est un point qui est très important. On peut dire, nous saluons ces habitants de Beijing et nous espérons que ce sera le noyau d'une nouvelle résistance syrienne contre l'occupant, parce que de toute façon, aucun peuple, et le peuple syrien en plus, n'accepte jamais cette domination, n'acceptera pas de se soumettre à un occupant et n'acceptera pas de se laisser usurper ses terres et ses eaux, puisque en fait, cette partie qui est ces 3 gouvernorats dans le sud de la Syrie contiennent pratiquement les 7 sources d'eau qui sont très, très importantes pour tout le pays, où règne en général la sécheresse et le manque d'eau. Et les Israéliens ont commencé tout de suite par détourner les cours des eaux dans cette région, puisque ça y est, ils ont commencé à dominer, ils détournent tout de suite. Je voudrais dire quand même que dans la région de la côte, en fait, hein, il ne s'agit pas seulement d'Alaouites. Les attaques ont été contre toutes les communautés, mais une attaque en fait contre tout ce qui est patriotique, hein. Toutes les personnes, sous prétexte de combattre
les suppôts de Bachar al-Assad et puis les restes du pouvoir ancien. Et sous prétexte il y a eu énormément de personnes qui ont été tuées et qui sont pas seulement tuées, obligées de quitter et obligées de s'exiler, obligées de partir et de laisser leur maison, que s'approprient les terroristes d'El-Jolani et de ses copains, en fait, les Ouïghours, les Tchétchènes, etc., les Azerbaïdjanais, etc., qui viennent, qui sont rien d'autre que les groupes qui combattaient à ses côtés contre le pouvoir syrien. Et en fait, eux, ils veulent s'approprier les maisons et les biens de tous ces gens qu'ils essayent de pousser à l'exil. Je voudrais dire aussi que ce n'est Juste pas une seulement petite. sur la côte, mais c'est aussi à Damas, c'est aussi dans les différents quartiers de Damas, d'Alep Voilà. et de différentes villes, de Homs, de Hama. Et ça, ce n'est pas seulement dans des endroits précis, mais c'est partout. En plus, partout ont été tués des Alors, j'allais y venir. chercheurs J'allais y scientifiques. venir. Aïssar, justement, donc tu l'as dit, ça concerne tout le monde et notamment les patriotiques, mais on peut quand même souligner que les communautés, notamment alaouites, druzes et chrétiennes, ont été particulièrement ciblées. Et on a en mémoire d'ailleurs, puisque Al-Jolani a dit non, c'est pas mes forces, c'est pas moi, Absolument. c'est des éléments incontrôlés. Et ça a été contredit par des témoignages oculaires, notamment de Mère Mariam de la Croix, qui a dit qu'elle a vu à des checkpoints tenus par l'armée Tout à fait. d'Al-Jolani laisser passer des convois de terroristes, alors que les massacres sur la côte, là où vivent notamment beaucoup d'Alaouites, avaient déjà commencé. Tout à fait, Et tout qu'il y à avait des- fait. Mais c'est aussi lié à l'idéologie intégriste de Al-Jolani, qui considère, en fait, Al-Jolani et ses troupes-là, qui considèrent que toutes les personnes qui diffèrent et qui ont une croyance légèrement différente sont des mécréants. Il faut les tuer, en fait, hein. Alors Et donc, justement, les par rapport à Alaouites, ça, c'est une pa- secte qui leur paraît, qui est classée par eux comme étant une secte à abattre, hein. Et de la même manière les Druzes, de la même manière les chrétiens, de la même manière certaines confessions, autres confessions de l'islam, les chiites, etc. Donc peu à Mhm. peu, ils vont venir à toute la population en Syrie qui est vraiment le lieu, je dirais, où brille cette diversité au niveau des croyances et même au niveau des ethnies et où c'est la nature même du peuple syrien et la nature même de la communauté syrienne. C'est cette unité entre les différentes confessions, c'est cette unité entre les différentes richesses, je dirais, culturelles, et qui fait, même les Kurdes, ils ont toujours été très bien intégrés, ils font partie de la Syrie. Il faut savoir, il y a des Assyriens, il y a des Chaldéens, la Syrie est un pays qui a quand même eu 10 000 ans et qui a été depuis le début de l'histoire de l'humanité peuplé de peuples différents, de civilisations différentes, etc. Et c'est aussi la terre de de toutes les religions. Donc, Jésus est syrien. Je voudrais dire quand même que la Syrie, Jésus est syrien et palestinien. Et en fait, la Syrie et la Palestine n'est rien que la partie sud de la Syrie, en fait, hein. C'est comme le Liban, la partie ouest, etc. Alors, Et ça a juste, été fait et- sous l'occupant français. Mhm. C'est Alors, différent. effectivement, moi je l'ai vu en 2015, effectivement, cette coexistence pacifique des gens des différentes religions. Et ils acceptaient de dire leur confession, mais ils disaient, mais je suis syrien avant tout. Et effectivement, la laïcité à la syrienne, c'était quelque chose de remarquable, bien plus réussi qu'en France, dans le sens où les gens étaient très pratiquants, et y compris même parfois dans la rue, sans que ça pose de problème aux autres gens des autres confessions. Et donc, ça, c'était important de le rappeler. Un symbole justement qui montre à quel point on peut être inquiet de la Syrie Moi, je de- voudrais contester le terme coexistence
pacifique parce que c'est pas C'est ça. harmonieuse. C'est une vie Oui, commune. harmonieuse. C'est une vie commune et une vie entièrement liée les uns aux autres parce que nous, on a toujours fêté les fêtes religieuses musulmanes, chrétiennes, etc., tous ensemble. Et vraiment, il n'y a aucune différence et on est tous enfants d'un même pays. Et ça, c'est vraiment, c'est pas de la coexistence, hein, Non, 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 pardon. c'est vraiment une unité de vie, Mmh. ça d'une part. Et je voudrais quand même dire que malheureusement, le Al-Mufti de la Syrie, Al-Mufti Badruddin Hassoun, qui a toujours parlé de cette manière et qui a toujours été dans toutes les églises et dans toutes les fêtes, hein, aussi bien religieuses de toutes les communautés. Il a toujours été très présent et assurant tout le monde de sa présence et de son soutien. Maintenant, depuis l'arrivée de Jolani, il est dans ses geôles sous la torture, accusé d'avoir été, soi-disant, le mufti comment dire, des bombes contre les révolutionnaires, les 10 révolutionnaires qui étaient Al-Jolani et ses équipes, hein. Et maintenant, donc, il est sous le verrou et pas seulement, il est sous la torture. Alors, je voudrais qu'on puisse dire et faire quelque chose aussi pour sa libération, mais ainsi que d'ailleurs les ministres, deux des ministres que j'ai connus en fait personnellement, les ministres des Affaires sociales et du Travail qui sont aussi sous le verrou d'Al-Jolani et qui prétend être pacifiste et qui prétend être là pour sauver la Syrie, soi-disant. Mmh. J'ai mis Je j'ai rappelle mis à que l'image, donc l'imam, le grand imam de la République syrienne, effectivement, mm, j'ai eu la chance de rencontrer, effectivement, qui avait un discours très humaniste, très œcuménique, et qui aimait à citer le est fait très que unitaire. unitaire quand nulle contrainte en religion. Il citait, Mm, un passage du Coran qui parle effectivement enfin, c'est un discours d'ouverture, c'est pas du tout un discours obscurantiste, c'est le contraire, tout à fait le contraire. Et il citait l'exemple, Il était, bref, c'était quelqu'un de vraiment de c'est quelqu'un de très important, très humble et qui avait d'ailleurs son fils qui était mort, dans un attentat et non, ils l'ont tué, oui. oui, ils lui ont coupé la tête, Mmh, mmh mh. effectivement, et il a pardonné ses tueurs. Ils ont été retrouvés par l'État syrien et il a pardonné les tueurs de son Mmh fils. mh. Et c'est comme ça qu'il est traité maintenant, par les mêmes. Alors, on peut également, mentionner le fait que ça tu allais y venir et je t'avais coupé, que donc parmi les types de personnes qui ont été particulièrement ciblées, il y a, les membres de l'armée arabe syrienne. Il y avait des images très, très dures qui ont Absolument. circulé sur Telegram. On les voyait, complètement humiliés, voire pire, exécutés de la plus horrible des manières. Je vais pas rentrer dans Mhm, les détails. Les jeunes filles aussi qui, alaouites, mais pas que, chrétiennes et autres, qui mhm, se font mhm, enlever, qui se font kidnapper pour mhm, servir d'esclaves sexuels, ou mhm. pour être mariés de force, ou les 2. Des Et pas scientifiques, seulement. des universitaires qui sont ciblés, malheureusement. On peut dire je vais très vite parce qu'il nous reste moins de 10 minutes, à passer ensemble et tu vas commenter, tu Mhm, vas pouvoir aller plus loin. Le musée national de mhm, Damas qui avait été pillé dès les premiers jours, de la chute de Bachar et de l'arrivée au pouvoir du terroriste Al-Shara Al-Jolani. Le remplacement des mhm, imams, ça c'est très, dans un grand nombre de mosquées. Tu m'en as parlé en préparant cette émission et qui va dans un discours où les sunnites, vont être de plus en plus durs avec les autres communautés, ce qui n'est pas du tout dans l'ADN syrien, comme tu viens de le rappeler. mhm, mhm. Très, très important, et malgré ça, des manifestations, notamment d'alaouites, de druzes qui ne sont pas contents et par rapport, au sort et comment dire? Au massacre dont ils sont la cible, mais Mhm. plus généralement aussi des manifestations par rapport, à l'économie, aux coupures d'électricité, et donc ça, c'est toute la population et notamment, les populations urbaines.
Mmh. Et enfin, j'aimerais peut-être que pour finir que tu en parles, ah oui, il y a un truc très important pour montrer qu'Israël est derrière aussi ce coup d'État, parce que c'est bien un regime Mmh. change, hein, qui s'est passé. C'est que tout de suite au niveau géopolitique, la pression a été mise sur Al-Jolani afin qu'il cesse, l'alliance avec l'Iran et même pire et qu'il cesse l'alliance avec le Hezbollah. Donc ça a été très clairement dit dès les premiers jours, cette pression sur la Syrie. Et d'ailleurs, Al-Jolani avait d'abord déclaré son amitié, voire même son amour pour Israël et pour les Israéliens, ce qui avait été assez étonnant, enfin pas pour nous, mais ce qui a pu étonner un certain nombre de personnes. Voilà. Est-ce que tu peux commenter voilà, le dernier point que je voulais vraiment aborder, c'était tout ce qui est drapeau, le nouveau drapeau syrien, qu'est-ce qu'il représente, Mmh. les symboles qui ont été les journées du martyr, etc., qui ont été supprimés, et les références historiques, notamment ce qui est appris à l'école. Aujourd'hui, c'est les générations qu'on prépare de demain, qu'est-ce qu'elles subissent éventuellement comme lavage de cerveau sous la Syrie d'Al-Jolani. Pardon si j'étais un peu long. Tout à fait, mais c'est important quand même de voir, effectivement, Al-Jolani était et ses troupes étaient soignées dans les hôpitaux d'Israël, hein, pendant les années 2011 et 2004, jusqu'à 2024, hein. Donc, il y avait non seulement une connivence, mais une véritable solidarité entre Israël et les troupes d'Al-Jolani et Al-Jolani lui-même. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, dès son arrivée au pouvoir, il a déclaré que de toute façon, il n'y a aucune inimitié avec l'État d'Israël et que au contraire, ils ont des ennemis communs qui sont le Hezbollah et l'Iran, et que son travail va consister à enlever de toute la terre syrienne, en fait, la présence des deux. Je voudrais rappeler aussi que très vite, dès son arrivée au pouvoir, il y a eu les seules attaques de son armée ont été contre les Libanais et aux frontières du Liban, en fait, où il disait qu'il traquait des trafiquants d'armes, mais en fait qui peut-être amenaient des armes à Hezbollah. Donc, les seules agressions, en fait, par contre, face à Israël, il n'a pas d'armée, il n'a pas de possibilité, etc. Il n'y a pas eu une seule voix qui s'est élevée contre les agressions israéliennes, en fait, À part, voilà. jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, celle de Beijing, maintenant, de toute façon, il ne pouvait pas ne pas dénoncer et puis porter plainte à l'ONU parce que de toute façon, c'était flagrant et que Israël, il a bien tendu la main à Israël et que Israël a refusé. Donc, elle le piétine et là, il commence à effectivement réagir de manière un peu plus radicale, je dirais. Alors, il y Ce a une sont question des points d'internaute. importants. Il y a une question Euh, d'internaute qui rejoint, ce qu'on est en train d'aborder. Est-ce qu'il y a un nouvel hymne national syrien? Est-ce qu'il a été remplacé, l'ancien hymne national? Est-ce que tu sais? Peut-être oui, Ça, peut-être je ne non. sais pas, mais de toute façon, il y En tout a cas, le drapeau a été changé. le Et remplacement du drapeau. que signifie ce drapeau alors? Et Le que drapeau signifiait l'ancien? syrien le drapeau rouge déjà de l'État syrien. Il tient compte en fait de la phase de l'unité arabe, de l'unité donc avec l'Égypte dans le cadre de la République arabe unie, où c'était effectivement les trois couleurs et puis il y avait De cette étoile verte? oui, c'est ça, les 2 étoiles vertes, hein. C'était donc à la séparation avec avec L'Égypte? l'Égypte en 1961, où l'union a été rompue et donc il y a eu effectivement et puis le retour donc Hezb el-Baas, le parti Baas qui est arrivé au pouvoir en 1963. Donc en 63, ils ont rétabli
le drapeau effectivement de cette union en mettant les deux stars vertes, les On peut deux rappeler que le étoiles parti vertes. on peut Ouais. rappeler que le parti Baas, c'était un parti, socialiste, très socialiste, C'est un parti dans le bon sens du terme, hein. socialiste. Pas socialiste comme le PS, en France. Socialiste dans le sens, où, qui faisait beaucoup pour l'éducation, la santé, Souverainiste les aussi, il est pour la souveraineté de la Syrie et pour l'Union arabe aussi. Donc, il y a oui, les deux, mais panarabistes. aussi Mmh. pan-arabe. Et puis, en même temps, euh, son, son sigle, c'est toute l'histoire, c'est euh, une seule nation, un seul pays, et puis socialiste, dans le socialisme. Et alors, au contraire, que signifie le nouveau drapeau, qui est pas si nouveau que ça? D'où il vient ce nouveau drapeau, syrien? Alors, ce nouveau Celui qu'on drapeau, c'était le drapeau de la Syrie avant, en fait, donc de la République syrienne, avant qu'elle ne soit unifiée avec l'Égypte, et qui était là depuis avant, même depuis que la Syrie a existé, y compris sous le mandat français. Donc, c'est le drapeau d'avant, quoi, D'accord, sous le mandat, on peut dire. Mais OK. il y avait une nostalgie de ce mandat, apparemment, quelque part, chez Al-Jolani. Ou alors, c'est une volonté aussi française qui a été imposée à Al-Jolani. Mais en tout cas, ça a été bon, il y a un problème aussi qui est celui de l'inversion. Alors, tu as parlé du changement des programmes des élèves. Effectivement, le changement de l'histoire, les fêtes concernant, en fait, la vénération, je dirais, des martyrs qui ont été tués par le Les Ottomans? Jamal Bash Safar, en fait, le grand terroriste, le grand Bacha turc sous la domination turque, parce qu'avant la France, la Syrie était dominée par les Turcs, hein, et en fait, c'était Jamal Bacha Safar, il est arrivé en Syrie, il a coupé les têtes d'un tas d'élites, hein. Ça, c'était consacré dans la fête des martyrs. Donc, il a aboli la fête des martyrs en disant que ça a été quelque chose de complètement contraire à la nation ou à l'islam. Il a aboli la fête aussi qui consacrait la victoire de 1973, parce que en 73, l'armée arabe syrienne a réuni avec l'armée égyptienne, avec l'armée jordanienne et palestinienne et libanaise, etc. Il y a eu cette guerre qui a été menée pour la libération du Golan, pour la libération des territoires occupés en 67, et qui s'est soldée d'ailleurs par la trahison de Sadat, rappelez-vous, et les accords comment ils s'appellent là, aux États-Unis. Donc, Camp David? Camp Non? David, oui, c'est ça, exactement. Et puis, bon, bah, ça été, c'est Donc cette fête, enfin cette commémoration a été supprimée par, Al-Jolani? Al-Jolani en disant oui, c'était pas bien, etc. Donc, il y a une transformation aussi de l'histoire de la Syrie, en fait, et une transformation aussi des croyances qui va dans le sens de la division du peuple syrien et qui fait monter les contradictions entre les différentes confessions, etc. Donc, ça devient un pays de sectes, je Mmh. dirais, de sectes Sectaire, religieuses, et au sectaire. lieu que ce soit un pays de citoyenneté. Alors Et c'est ça pour qui co fait justement peur à mmh toutes les confessions. Et voilà.
Donc, Alors pour clore ce site rep, on peut essayer de noter quand même 2 choses positives. C'est que, après 1 an de la prise de pouvoir d'Al-Shara, il semble que le vent est un petit peu en train de tourner pour Israël parce qu'avant c'était complètement, open bar, hein. Ils étaient en roue libre en Syrie, ils faisaient ce qu'ils voulaient, sans avoir aucune protestation américaine ou même syrienne et que là, ça semble ne plus être le cas. Je vais montrer un article, donc c'était Donald Trump qui change de ton effectivement par rapport à l'action, d'Israël en Syrie. Donc il a eu des mots assez durs, hein. Il y a un article d'I24 qui en parle, un peu plus, de manière un peu plus détaillée si ce sujet vous intéresse mmh, et le fait que également, comme tu l'as dit, donc une certaine résistance syrienne était en train de naître au niveau populaire, ouais. y compris de manière armée puisque tu as parlé de cette embuscade, Mmh. terrible qui a infligé des pertes à l'armée syrienne dans le sud, pardon, à l'armée israélienne dans le sud de la Syrie. Donc c'est quand Ouais. même un changement tout à fait notable. Oui, ben, je crois que le changement vient aussi du fait que, de toute façon, les gens qui lui ont fait confiance, espérant qu'il y ait effectivement une charte nationale nouvelle et qu'il y ait une nouvelle constitution, une association de tous les partis politiques et de tous les partis politiques dans le pouvoir, et cetera, bah, maintenant, après 1 an, il voit qu'il n'en est rien, il a gardé le pouvoir pour lui, qu'il s'est auto-déclaré président de la Syrie pour 5 ans, que de toute façon, il n'y aura rien avant 5 ans, et cetera, et cetera. Et donc là, sachant que les gens ne sont pas du tout contents de cette orientation au niveau éducation et au niveau idéologique que prend la Syrie. Donc là, effectivement, il y a des gens qui, à la base, effectivement, se rebellent et s'opposent à Israël. Mais aussi, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent au pouvoir al-Jolani parce qu'il permet aussi à Israël d'avancer et qu'il permet à tout le monde, comme ça, de violer, de violer la Syrie, de violer sa souveraineté, de pouvoir même utiliser ces... Donc là, le peuple syrien n'est pas du tout content de voir tout ce qui se passe, alors qu'au début, ils étaient contents, pour certains, je dirais, de se débarrasser d'un pouvoir autoritaire où peut-être il y avait beaucoup trop une poigne beaucoup plus importante sécuritaire, et que là, on voit que non seulement rien n'a changé sur le plan des sanctions, non seulement rien n'a changé au niveau de leur vie quotidienne, qu'en plus il y a de l'occupant, et que en plus les richesses du pays vont être complètement dominées ils sont toujours aussi dominés par tous les pays qui veulent effectivement dominer, notamment on parlait de cet accord avec Chevron, etc. Et ce n'est que peut-être que la partie visible de l'iceberg. Et sans doute, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça a été préparé d'avance. Et donc, tout cela déplaît au peuple syrien, déplaît à l'élite syrienne qui vont sans doute s'organiser et voir, surtout pour l'objectif, c'est aussi d'ériger les armes contre l'ennemi principal qui est Israël, qui est en train de violer nos richesses, de violer notre souveraineté et violer nos territoires tous les jours, en fait. Mmh. Donc, il est important de voir ça et Mmh. le peuple syrien n'accepte pas de se soumettre. Ça, c'est Mmh. une constante Mmh. et de là viendra le jour et reviendra peut-être la révolution aussi syrienne. Et merci beaucoup à Issar Midani de terminer ce site rep avec des notes d'espoir. On salue aussi tous nos amis chrétiens puisque c'est le début de la période de l'Avent, bientôt Noël Ouais. et donc beaucoup d'espoir. On peut aussi mettre quelques messages d'internautes qui nous ont dit, des choses encore très gentilles comme à leur habitude Merci et beaucoup. Ouais. Evelyne, Ovadia qui dit: «Merci pour votre constance et votre attention». Merci Très gen beaucoup à vous tous, hein. Et Soulac qui c'est dit vrai que je vous souhaite de tout cœur, en fait, un très bon mois de décembre. J'espère qu'on se verra peut-être, je ne sais pas si on aura le temps de faire un site rep avant Noël, mais ça sera certainement, en fait, voilà.
mais je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes, hein, de fin d'année et beaucoup de tonus pour la défense des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, la défense de la Palestine aussi, la défense de tous les pays de la région qui sont en lutte et où nous nous retrouvons aujourd'hui dans l'œil du cyclone, dans les transformations mondiales, en fait, et dans la fin de cet ancien monde vers un nouveau monde où il y aura multipolaire, où il y aura, on espère, plus de justice. Alors, d'autres messages aussi très gentils. Donc il y avait Soulac qui dit: «Je trouve que madame Midani a bien meilleure mine qu'il y a quelques semaines. Cool», avec un cœur. Merci, merci beaucoup. Tahar Waki qui dit: «Raphaël et Aïssar, merci pour votre intégrité et vos brillantes analyses. Merci aussi au Cercle des volontaires». Et Luciane qui dit: «Merci beaucoup à vous deux et à notre tour de vous remercier pour votre fidélité, Merci. pour tous vos commentaires bienveillants Merci et on vous donne beaucoup. rendez-vous effectivement on l'espère dans une dizaine de jours». Mille merci à tous.